ça et ça, c'est en instance de tri, de traitement. Eh bien, nous sommes dans la librairie du Sénéchal parce qu'elle est rue du Sénéchal, à Villefranche-de-Rouergue, qui est une librairie ancienne que j'ai créée au début de 1989. Elle a donc 31 ans. Voilà, c'est une librairie ancienne qui contient des livres anciens, des livres d'occasion, dans tous les domaines, dans tous les genres, et qui est là pour accueillir aussi bien les amateurs de livres à petit prix que les bibliophiles, comme on les appelle quelquefois. Avec quoi? Eh bien, avec un petit stock que j'avais constitué durant à peu près les 2 années précédentes. Parce qu'il a fallu, évidemment, on n'ouvre pas un magasin comme celui-ci du jour au lendemain, il faut bien avoir un minimum de marchandises. Mais à l'époque, j'ai ouvert, j'avais quand même amassé pas mal de choses, mais on était très très loin du stock que j'ai actuellement. Parce que en fait, la librairie d'anciens, comme on l'appelle, et non pas la bouquinerie, qui est un terme qui n'existe pas, qui désigne en fait les gens qui vendent des livres d'occasion sur les quais. Bon, les quais de Paris. Donc la librairie d'anciens, c'est une librairie qui fait le lien entre toute la culture livresque, dans tous les sens du mot livresque, depuis l'origine du livre jusqu'à nos jours. Donc le livre qui est le livre d'occasion qui est sorti, qui est apparu il y a 3 jours. Déjà, il va continuer à circuler. Et il entre dans la librairie d'anciens ou d'occasion. Donc le lien, il n'y a pas de coupure en fait. Depuis toujours, il m'arrive de dire que autrefois on disait que les filles naissaient dans des feuilles de rose et les garçons dans les feuilles de chou. Et moi j'ai dû naître entre les feuilles d'un livre. Je suis un peu transgenre à ma manière. Donc j'ai commencé à... Bon, j'ai lu, j'allais dire relativement tôt, enfin, oui, j'ai lu assez tôt, et puis j'ai commencé à chercher des livres dès l'âge de 13-14 ans déjà. À vrai dire, si on parle de mes expériences de premier lecteur, j'ai commencé par lire naturellement un certain nombre de bandes dessinées. À l'époque, on lisait beaucoup de vieilles bandes dessinées. Les Pieds Nickelés, Bibi Fricotin, etc. J'en ai lu pas mal dans ma jeunesse. Et puis parallèlement, j'ai lu La Comtesse de Ségur. Je suis passé même à des auteurs de la Bibliothèque Rose qui étaient considérés comme des auteurs de filles, vous voyez, comme Zénaïde Fleuriot, complètement oublié, parce que c'était dans la bibliothèque de mes grands-parents maternels, chez lesquels je passais beaucoup de vacances. J'ai lu des Bécassines, bien évidemment, en bande dessinée, et puis j'ai commencé un jour à attaquer Alexandre Dumas. J'ai dévoré Alexandre Dumas, surtout vers l'âge de 13-14 ans, et Dumas m'a fait glisser vers les autres auteurs romantiques. Puis des autres auteurs romantiques, j'ai glissé vers une littérature plus moderne, plus contemporaine. Et Dumas m'a fait glisser vers Nerval, Baudelaire. Et puis de là, peu à peu, vers la poésie contemporaine. Et puis le roman français, 19e, 20e, etc. Voilà comment j'ai découvert la lecture. Oui, j'ai fait des études littéraires et puis des études universitaires littéraires. J'ai été prof de lettres pendant 2 ans, voilà. Tout s'explique, n'est-ce pas? Et au bout de 2 ans d'enseignement, j'aimais beaucoup le métier de prof de lettres d'ailleurs. Au bout de 2 ans, il se trouve que j'étais dans la région parisienne. Mes parents avaient un pied-à-terre ici puisque mes parents, les mères de mes 2 parents étaient originaires de la région, et j'ai rencontré une jeune femme avec laquelle j'ai voulu vivre à un moment donné. Elle voulait rester dans l'Aveyron, moi j'avais bien envie de venir ici, je n'ai pas pu obtenir de mutation,
J'ai créé une petite société d'édition, j'ai donc édité des livres d'histoire régionale essentiellement. Et puis à un moment donné, j'ai bien compris que c'était la fin de ce genre d'édition. Et c'est là que j'ai envisagé d'ouvrir une librairie. Bon, je suis donc toujours resté dans le domaine du livre. Comme lecteur, comme prof, éditeur, libraire, voilà. Eh bien, je l'ai pratiqué un peu les premières années de mon expérience d'éditeur, puisque mes premiers livres ont été imprimés par moi-même, avec du matériel que j'avais acquis à l'époque. Alors, il me reste seulement quelques exemplaires de quelques titres. Le reste est épuisé, bien entendu, depuis le temps. Et en particulier, par exemple, un exemplaire de cet ouvrage que j'ai édité et dont je suis l'auteur également. Oh. Drôle de question, parce qu'en fait, il m'est arrivé, j'ai peu relu le même livre. En général, quand j'ai relu certains ouvrages, j'en ai relu des passages. Mais j'ai rarement relu un livre entièrement. Peut-être parce que j'ai trop de livres que je désire lire, et qui se trouvent en attente. J'ai des piles chez moi, dans mon appartement, comme beaucoup d'amateurs de livres. Et donc, je cherche toujours le moment où je pourrais attaquer tel ou tel livre, si bien que j'ai rarement relu intégralement des livres, mais il y a des livres dont je relis quelques pages à l'occasion, avec beaucoup de plaisir. Pas forcément des livres très connus. Bon, évidemment, si, il y a des poèmes que je relis. Bon, les poètes, c'est différent, parce qu'on peut relire un poème séparément, on n'est pas obligé de relire le livre entier. Mais par contre, un roman, il m'est arrivé de relire certaines pages de Flaubert avec beaucoup de plaisir, certaines pages de Balzac. Mais comme je n'ai pas lu tout Balzac, il m'arrive aussi de me dire, bon, tu vas attaquer celui-ci, tu ne l'as pas lu. Voilà, bon, essentiellement comment j'ai pu fonctionner au niveau de ma vie de lecteur. Mais après, il y a effectivement des livres qui m'ont marqué plus que d'autres. Bon, peut-être le livre qui m'a ouvert à beaucoup de choses, et c'est un livre dont on parle peu, et qui en général est très méconnu, ce sont les scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger. Alors, les scènes de la vie de Bohème qui passent pour être un livre décrivant la vie de jeunesse, la vie d'étudiant, c'est ce que beaucoup de gens disent, et en fait, non. Ce sont des artistes en difficulté qui essaient de se faire connaître, des poètes, écrivains, philosophes, peintres. On est en 48 par là, vers l'époque de la Révolution, et ils essaient de se faire connaître, et puis en fait ils ont une autre morale, un autre fonctionnement, ils dénoncent la société bourgeoise, la société qui triomphante à l'époque. Et ce livre-là m'a ouvert à des quantités de choses, parce que je l'ai lu avec la fraîcheur d'un esprit de 14 ans aussi. Voilà. Alors il m'arrive de relire des passages de ce livre, que je trouve toujours aussi sympathiques. Après, bon, les livres qui m'ont le plus marqué sont les auteurs du XXe siècle, les poètes contemporains, à partir du dadaïsme à nos jours, je dirais, voilà, pour simplifier. À peu près, bon, c'est vrai que je sais ce qu'il y a dans le magasin, pour la bonne raison que tout livre qui se trouve dans un rayon est passé entre mes mains, a été détaillé ne serait-ce que pour y mettre un prix, et a été nettoyé, traité, quelquefois restauré, donc je sais ce qui est. Je sais ce qui est en rayon. Bon, quelquefois j'ai des doutes quant au fait que j'ai pu avoir un livre en rayon, que je l'ai peut-être vendu et que j'ai peut-être oublié que je l'ai vendu. Mais globalement, je sais ce qu'il y a dans le magasin. Alors, essentiellement, des particuliers qui me contactent parce qu'ils veulent vendre quelques livres ou voir une bibliothèque complète, quelquefois suite au décès du père, de l'oncle ou de je ne sais qui.
Les gens cherchent à déménager, par exemple à vider une maison, et donc me contactent pour l'achat d'une bibliothèque. Ce sont essentiellement des particuliers qui me vendent des livres. Oui, et surtout aujourd'hui, c'est vrai que le marché du livre d'occasion et du livre ancien a énormément évolué en quelques années. D'une part, il y a des choses qui sont devenues amendables, et puis d'autre part, il y a en matière de littérature, par exemple, de mauvais livres que je n'ai pas vraiment envie d'acheter. Certains auteurs à la mode qui vendent très bien, tant mieux pour eux, mais bon, aujourd'hui, et dont je ne vois pas l'intérêt ici, je préfère avoir de la bonne littérature. Ça ne veut pas dire que j'apprécie forcément tous les livres qui sont là. Il en faut pour tous les goûts. Mais j'évite vraiment la mauvaise littérature. Oui, bien sûr, là, il s'agit d'une bande dessinée intitulée Croquant, point d'exclamation. C'est une bande dessinée qui relate, conformément au récit historique d'ailleurs, la révolte des Croquants de 1643, qui a été une révolte considérable, puisqu'on a vu se soulever des milliers de personnes. La ville a même été assiégée à un moment donné par 14 000 personnes, ce qui est énorme, et avec un soutien de tout un grand sud-ouest, de l'Atlantique aux Cévennes, des Pyrénées au Limousin et à l'Auvergne, et tout un petit tiers de la France qui était prêt à se soulever, et ce qui aurait provoqué très certainement la Révolution française en 1643, au moment où les Anglais faisaient leur propre révolution. C'est intéressant à noter. Alors, l'autrice de cette bande dessinée s'appelle Juliette Vaste. C'est une Villefranchoise qui a fait ses études à Angoulême, qui vit à Angoulême, qui est bédéiste. C'est une jeune bédéiste de talent. Et elle a donc fait cette bande dessinée qui est assez longue, en collaboration avec un petit groupe qui avait mis au point toute la trame historique, un petit groupe de bénévoles locaux dont je fais partie. Enfin, nous étions 7-8 à y travailler régulièrement, et en particulier 3-4 autres personnes qui ont beaucoup travaillé aussi. Oui, alors en fait il s'agit de ce topo-guide, qui est une plaquette qui relate, qui présente les divers lieux où se sont passés des événements durant la révolte des Croquants. Et donc on peut retrouver toute la révolte des Croquants sur le terrain et imaginer tous les événements, les combats, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette affaire. Et cette plaquette donc est organisée de manière très concrète, avec des points, des numéros, des chiffres, qui permettent de retrouver les lieux dont on parle sur un plan qui est dépliant à la fin de la plaquette. Alors cette plaquette a été mise au point par le même groupe qui avait travaillé à la révolte des Croquants. C'est une association locale qui s'appelle Lutte populaire en Baroula. Alors, le plus vieux document. Il m'est arrivé d'avoir des livres très anciens, remontant au début de l'imprimerie en France. Actuellement, je crois que je n'ai pas de livres extrêmement vieux. Les plus vieux sont du XVIIe. Mais j'ai un superbe manuscrit du XVIIe que je peux vous montrer après, qui est un manuscrit qui a été écrit par Lamoignon de Baville, qui était l'intendant de Louis XIV en Languedoc. Le Languedoc dont le siège est... Enfin, c'est une province qui était bicéphale, Toulouse et Montpellier. Alors la capitale c'était Toulouse, mais l'intendant siégeait à Montpellier. Et alors cet intendant a été chargé de rédiger un mémoire sur la province du Languedoc pour l'éducation de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Et son petit-fils qui est mort, qui était donc le père de Louis XV,
et qui est mort en fait avant Louis XIV. Alors ça devait être une éducation, enfin il devait recevoir une éducation exceptionnelle pour un prince, avec des aspects un peu d'avant-garde. Et ce mémoire a donc été rédigé pour l'éducation du duc de Bourgogne. Il en subsiste plusieurs manuscrits, et j'en ai un, et qui a des parties inédites, des parties originales. Oui, c'est vrai que bon, les libraires, comme tous les commerçants, ont pu bénéficier d'une aide qui était au maximum de 1 500 € par mois, avec laquelle il fallait quand même faire face à tous les frais qui continuaient à courir. Ça a duré 3 mois, 1500, si vous multipliez par 3, ça fait 4500. Parallèlement, je me suis fait une réflexion, c'est que l'État a donné au même moment 500 millions d'euros, je dis bien donné, ça n'est pas un prêt, c'est un don, une aide financière donnée gratuitement, 500 millions d'euros à la FNAC pour sauver 70 000 emplois. Si vous divisez le 500 millions par 70 000, ou plus exactement, si vous prenez les 4 500 qu'ont touché les libraires, pour ceux qui ont touché le plus, parce que tout le monde n'a pas touché ce montant, et puis certains libraires avaient quelquefois 1 ou 2, voire 3 employés. C'était quand même le même montant, c'était toujours 1 500 €. Si vous faites la multiplication, donc c'est un calcul qui est faux, qui est favorable au gouvernement, à l'État en place, si vous multipliez par 70 000, vous arrivez à 21 millions d'euros en chiffre rond. Donc 70 000 libraires indépendants et leur personnel, ça correspond à 21 millions d'euros, 70 000 employés de la FNAC, c'est 500 millions d'euros. Ça parle tout seul. Autrefois, je classais le rayon philosophique comme la littérature, comme d'autres rayons, par ordre alphabétique d'auteur. Et au bout d'un moment, j'ai renoncé pour la bonne raison que dès que quelqu'un regardait et fouillait dans tout le rayon, je retrouvais une pagaille totale, tout était déclassé. La philosophie, pourtant, devrait donner le sens du rationnel. Bon. Et donc, j'ai arrêté un beau jour. Sauf que, à l'époque où c'était classé par ordre alphabétique d'auteur, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir des réflexions vraiment très pénibles de certains visiteurs. Je me rappelle une dame une fois qui commence à pousser au cri « Comment vous osez mettre côte à côte Karl Marx et Charles Maurras ?» Je la regarde en rigolant, je lui explique que c'est dans l'ordre alphabétique d'auteur. Je lui dis « Malheureusement, ils sont bien obligés de s'entendre. » Mais elle n'était quand même pas contente. Un petit bonjour à tous les gens, un petit bonjour de Villefranche de Rouergue, surtout à tous les amateurs de livres. N'oubliez pas les libraires.